La place de la Résistance à Boulogne s'est autrefois appelée la place du marché au grain, la place au blé, la place de la Loi. La place de la Résistance débute au niveau de la Porte des Dunes. La première partie fut appelée rue de la Porte des Dunes jusque le milieu du XIXe siècle. La place du Palais de Justice était jadis l'emplacement du marché au blé. En 1552, après l'occupation anglaise, Boulogne revient à la France. Une fontaine est construite au niveau du marché au blé. C'était un petit monument de forme carrée, dont chaque face était décorée de 4 petites colonnes avec entablement, au-dessous duquel était une table lisse de marbre blanc, avec chacune une inscription. Sur le côté sud-est, un dieu. Au nord-est, un roi. Au nord-ouest, une foi. Au sud-ouest, une loi. Un dieu, un roi, une foi, une loi. Ce monument, couronné d'un dôme surmonté d'une boule, était placé sur un socle quadrangulaire de 3 à 4 pieds d'élévation et de 6 pieds de face. La base de l'édifice était constituée d'un gradin de 3 larges marches. Cette fontaine a été changée de place en 1765, car l'hiver, un amas important de glace perturbait l'accès au marché au blé. Placée au milieu du marché au grain, marché au blé, la fontaine fournissait l'eau nécessaire qui arrivait de la source de Beaurepaire par des canalisations au niveau de la porte Flamangue, l'ancien nom de la porte de Calais. Ces eaux coulèrent ensuite près de l'hôtel de ville du côté du marché au grain. Le 2 octobre 1793, pendant la Terreur, le tribunal révolutionnaire qui siégeait en l'auditoire de l'ancienne Sénéchaussée condamne à être guillotiné le prêtre Jean-Pierre Buteau, 37 ans, né à Parenty et officiant à Uquelier. Le 26 novembre 1793, le fameux Joseph Lebon, prêtre renégat et proconsul du Pas-de-Calais, arrive à Boulogne et fait procéder à l'exécution capitale sur le marché au grain, rebaptisé depuis la Révolution la place de la Loi. Joseph Lebon, le bien nommé, enverra plusieurs dizaines de Boulonnais à la prison d'Arras. En 1822, la place de la Loi devient la place du marché au grain. En 1844, la Sénéchaussée se trouve toujours sur la place, à côté de l'auberge du Grand Hercule. La Sénéchaussée, construite en 1478, sous Louis XI, était le tribunal où le sénéchal, l'officier du roi, rendait la justice. C'est sous son autorité que furent rédigées les coutumes et usages du comté de Boulogne. Le bâtiment de la Sénéchaussée a subi de nombreuses transformations. En décembre 1844, il est en très mauvais état et une violente tempête le rend inutilisable. En 1846, il est détruit et des travaux commencent pour le remplacer. En 1852, le palais de justice voulu par Napoléon III remplace l'ancienne Sénéchaussée. En 1854, 50 ans après Napoléon Ier, des camps militaires s'installent à Onvaux, Ambleteuse et Équillan, non pas contre les Anglais, mais à leur côté dans la guerre de Crimée contre l'Empire russe. Le 3 septembre 1870, après la défaite de Sedan, Napoléon III est fait prisonnier des Prussiens. Le 4 septembre, la République est proclamée. Le 20 mars 1871, l'ancien Premier ministre de l'Empire, M. Rouher, vient à Boulogne. Des Boulonnais anti-bonapartistes envahissent la place du marché au grain et le maire de Boulogne, M. Henry, doit intervenir auprès de ses compatriotes boulonnais pour éviter un lynchage. Eugène Rouher est alors remis aux autorités judiciaires. En 1883, la place du marché au grain devient la place du palais de justice. En 1896, les filles qui occupaient un bâtiment place du palais de justice depuis 1883 s'installent dans l'école de la rue Guyal. Cette école sera dénommée école Leliette à partir du 20 juillet 1909. La place du palais de justice dans la première partie du XXe siècle. Du haut du beffroi, on voit le port et l'église Saint-Pierre. En 1905, le premier congrès mondial d'espéranto se déroule à Boulogne-sur-Mer. Après la Seconde Guerre mondiale, le marché de la place d'Alton a supplanté le marché de la Haute-Ville, et la place du marché au grain, où se tenait le marché principal de Boulogne depuis des siècles, devient la place de la Résistance. En 1949, alors que les ravages de la guerre sont toujours bien présents à Boulogne, un cortège historique traverse la ville, en montrant aux Boulonnais et aux touristes anglais les épisodes marquants de ces 2000 ans d'histoire. Dans les années 60, les stigmates de la guerre commencent à s'effacer. Dans les années 80, la ville a repris des couleurs. La haute ville de Boulogne connaissait parmi ses activités au Moyen-Âge un marché au grain. Selon l'écrivain Scottet de Vellingan, la halle au grain était un bâtiment situé dans un coin de la place, près de la Sénéchaussée et au début de la rue Saint-Jean.
Cette halle a été l'emplacement du marché aux grains jusque 1709. Mais au début du XVIIIe siècle, cette halle se révèle trop vétuste et obscure, surtout lorsqu'elle est pleine de monde, de sacs, de chevaux. Par ailleurs, le blé et les autres grains étaient rares certaines années, et de ce fait, ils étaient d'une cherté extraordinaire, parfois 6 fois plus qu'en période normale. À ce prix, plus d'un marchand était tenté de frauder. Dans une halle obscure, il est plus facile de mélanger différentes qualités de blé. Ainsi, pour éviter toute fraude, on ordonna que le marché se tienne sur la place même, en pleine lumière, face au couvent des Annonciades. Les autorités municipales ont sévèrement réglementé ce marché au grain, puisque les céréales constituaient autrefois la base de l'alimentation et qu'une mauvaise récolte entraînait toujours une disette. Lors de la Révolution de 1789, le Conseil général du district arrête que les marchés se tiendront au jour accoutumé dans l'église de l'Oratoire, où les cultivateurs devront poser tous les blés et seigles qu'ils apporteront et que la municipalité leur paiera aussitôt. Tous les citoyens qui voudront en acquérir devront se faire inscrire la veille du marché avec le prix du grain et un sac à grains portant le nom et la qualité du blé à acquérir. Tous les sacs seront ensuite portés au dépôt pour y être remplis en présence d'un membre du conseil de la commune et délivrés à la porte de l'église sur l'appel qui sera fait du nom du propriétaire. La pénurie de grains et les réglementations très strictes ont chassé le caractère de fête qui était associé auparavant au marché au grain. En 1829, 2 marchés se tiennent en Haute-Ville, l'un sur la place de l'Hôtel de Ville, en haut de la rue du Puy-d'Amour, l'autre sur la place en forme de marteau, spécialement destiné à la vente des grains. En 1841, le marché au grain a lieu 2 fois la semaine à la Haute-Ville, le mercredi et le samedi. Jusqu'au XIXe siècle, le marché principal de Boulogne était situé au niveau de la place au blé. Le marché au blé devint peu à peu le marché aux chaussures, le marché aux galoches. Au XXe siècle, le marché de la place d'Alton le supplante. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'ancien marché plusieurs fois centenaire de la place au blé est remplacé par des places de parking. Depuis longtemps, la place du marché aux grains et la porte des dunes étaient un lieu de passage des processions religieuses. Au début du XXe siècle, l'entrée dans l'église du couvent des Annonciades se faisait par la grande porte latérale. Les maisons du côté père de la place de la Résistance ont changé de numérotation après-guerre concernant le haut de la rue, entre la bibliothèque des Annonciades et la place Godefroy-de-Bouillon. L'ancienne rue de la Porte des Dunes, qui mène de la place de la Résistance à la Porte des Dunes, fait maintenant partie de la place elle-même. En 1860, le commissariat de police du 1er arrondissement de Boulogne était situé au niveau de la Porte des Dunes. En 1820, au numéro 2, M. Bonvoisin tenait une taverne au niveau de la Porte des Dunes. En 1826, c'est un M. Dupuis qui tenait cette auberge. Au numéro 4, en 1826, on trouvait le magasin de M. Chazot, perruquier. En 1934 y habitait Madame Vincent de Bézère, petite-fille de l'architecte boulonnais Albert de Bézère. En 1939, on trouvait M. Co, agent assureur,
et madame veuve Bouquerel, rentière. En face, avant la construction du palais de justice, on trouvait monsieur Chauchois, libraire et relieur de livres. Le long du rempart, on trouvait le côté impair de la rue de la Porte et des Dunes jusque la fin du XIXe siècle, quand les portes pour piétons furent percées. Au numéro 6 se trouve la maison Le Petit, fondée en 1788, qui s'occupe de peinture et d'encadrement de tableaux. Le 1er août 1918, une torpille lâchée par un Gotha allemand cause de gros dégâts à moins de 10 mètres des abris de la Porte des Dunes. Dans les années 30, les membres de la famille Le Petit sont peintres décorateurs et entrepreneurs de peinture en bâtiment. Encore actuellement, le magasin Le Petit se trouve au même endroit. Au numéro 8, on trouvait en 1826 une taverne tenue par monsieur Giraud. En 1934, on y trouvait monsieur Alfred Fontaine et en 1939, monsieur Boulanger. Au numéro 12 actuel, l'ancien numéro 10, on trouvait en 1918 un tailleur, monsieur Jules Boyer. En 1934, c'est monsieur Ludovic Kleiman, tailleur également, qui y habitait. On y trouve maintenant la maison des invalides de guerre et des anciens combattants. Au numéro 14 actuel, l'ancien numéro 12, on y a longtemps trouvé le café de la Porte des Dunes. Il était tenu début 1900 par la famille Duhamel-Boutoil, puis dans les années 20 par la famille Gossin-Dufour. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est monsieur Dehan qui y tenait un café. C'est maintenant une maison particulière tout en hauteur, avec au 3e étage un crochet qui servait à accrocher une poulie pour monter les charges lourdes ou les meubles encombrants. Au numéro 16 actuel, ancien numéro 14, on trouve une maison avec une plaque qui la date de 1773. Avant la Seconde Guerre mondiale, y habitait mademoiselle Ledé, rentière. En 1947, c'est monsieur Jean Ternaud qui y tenait un magasin de chaussures. Au numéro 18 actuel, l'ancien numéro 16, on trouve l'ancienne église Saint-Joseph, derrière laquelle était le cloître du couvent des Annonciades. En 1628, la congrégation des Dames des Annonciades arrive à Boulogne sous l'impulsion d'Antoine Ier d'Aumont, le premier duc d'Aumont, gouverneur de Boulogne. Elle remplace les sœurs Grises, qui soignaient jusque-là les malades de l'hôpital Sainte-Catherine, qui était situé de l'autre côté du marché aux grains, en face de la halle. L'hôpital Sainte-Catherine datait de 1207 et recevait les pauvres, les pèlerins de Notre-Dame et les femmes qui devaient accoucher. Les Annonciades de Bourges avaient été fondées en 1502 par Jeanne de France, fille de Louis XI, que son père avait forcé à épouser son cousin au 4e degré, le duc d'Orléans, Louis XII, qui allait succéder à Charles VIII en 1498. Les Annonciades de Boulogne étaient une trentaine et se consacrèrent à l'éducation des jeunes filles. En 1644, elles sont au nombre de 50. En 1689, la plupart des remparts qui entouraient la basse ville de Boulogne, ainsi que les remparts avancés autour des murailles de la Haute-Ville, sont détruits sur ordre de Louis XIV. L'ancien hôpital Sainte-Catherine perd peu à peu de son activité, au profit d'un hôpital situé en basse-ville. C'est en 1696 que le duc Louis-Marie d'Aumont pose la première pierre de l'hôpital de la basse-ville, le long du Vivier formé par le ruisseau des Tintelleries, à l'endroit de l'ancien hôpital de la paroisse Saint-Étienne. Les matériaux qui servirent à la construction de l'hôpital Saint-Louis furent fournis par la démolition des ouvrages avancés des fortifications de Boulogne. Cette démolition, décidée par Louis XIV, entraîna une vive opposition des Boulonnais. Les religieuses des Annonciades font alors construire un couvent sur les ruines de l'ancienne hostellerie Sainte-Catherine, dont il restait seulement la chapelle Saint-Joseph. Le couvent est édifié selon les plans de l'architecte boulonnais Giraud Sagnier. Il porte la date 1693, surmonté du monogramme marial HMI. La petite chapelle Saint-Joseph est remplacée par l'église Saint-Joseph en 1779. Inaugurée par Monseigneur de Pars de Précy, évêque de Boulogne, c'est le seigneur de Montgazin qui en sera le grand vicaire. Jean-Baptiste Olivier Placide de Méric de Montgazin, né à Toulouse le 5 octobre 1720, sera député du clergé du Boulonnais aux États généraux de 1789. En 1790, les persécutions religieuses commencent. Le 1er octobre 1792, le couvent des Annonciades est confisqué comme bien national et racheté avec l'hôtel des Androuins par Louis-Marie-François Pochol de Menneville, expert en rachat de biens nationaux. En 1792, les Annonciades de Boulogne sont au nombre de 61. La plupart doivent s'exiler. Certaines sœurs sont emprisonnées à Abbeville. Le couvent devient durant la Révolution un hôpital, les locaux de manutention et un magasin à fourrage. En 1793, la guillotine est installée place de la Loi, en face de la Sénéchaussée et du couvent des Annonciades, transformé en prison. Après l'exécution du curé du Quelier, Jean-Baptiste Buteau, et d'un noble Flao de la Billarderie, la guillotine partit à Arras. En 1795, grâce à Donou, l'école centrale départementale est créée à Boulogne et accompagnée d'une très riche bibliothèque.
Plus de 20 000 volumes y sont conservés. Le plus ancien manuscrit date du 7e siècle. De très nombreux incunables y sont conservés également. En 1801, le Concordat est proclamé. Le couvent des Annonciades sert ensuite de magasin de munitions et d'hôpital militaire durant le camp de Boulogne en 1804. Dans la salle des expositions, on voit encore la roue de manutention qui servait à l'époque à monter les sacs de blé et de farine. Après la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne par les révolutionnaires, l'église Saint-Joseph devient église paroissiale Saint-Joseph de 1807 à 1868. L'entrée se faisait du côté nord-est. La chapelle consacrée à la Vierge Marie possédait une statue colorée de Marie et de l'Enfant Jésus, véritable statue de Notre-Dame de Boulogne, ainsi que plusieurs tableaux. Le service avait lieu les dimanches et jours de fête à 9h du matin et 2h30 de l'après-midi. Le 12 décembre 1810, un arrêté préfectoral autorise les religieuses annonciades à se réunir en communauté pour se livrer à l'éducation des jeunes demoiselles, l'instruction primaire étant alors réalisée par les Ursulines. En 1814, Louis XVIII rentre en France par Calais. Il passe à Boulogne avec la duchesse d'Angoulême, le prince de Condé et le duc de Bourbon et vient se recueillir dans la chapelle des Annonciades. Une inscription relatant ce passage a longtemps été conservée aux Annonciades. En 1817, Charles Butor, officier du génie et conseiller municipal, obtient que soit rendue aux sœurs une petite partie du couvent pour l'enseignement des jeunes filles. En 1818, les dames des Annonciades se mettent au travail de restauration des locaux dégradés. En 1820, les locaux sont décrits comme encombrés de débris, s'élevant jusqu'aux fenêtres du premier étage. En 1837, un archiviste est nommé à Boulogne. Tous les documents anciens concernant Boulogne et son histoire sont alors recensés. En 1846, le couvent des Annonciades hébergeait 30 sœurs, qui se consacraient à l'éducation des jeunes filles de Boulogne. Les religieuses des Annonciades portaient un voile noir, un manteau blanc, un scapulaire rouge, un habit brun, une croix et une corde qui leur sert de ceinture. En 1855, la totalité du couvent est rendue aux Annonciades. En 1868, le culte de Notre-Dame est transféré dans la nouvelle cathédrale. Le 5 octobre 1873, les dames des Annonciades récupèrent leur chapelle Saint-Joseph. En 1904, les communautés religieuses sont privées de leur rôle d'enseignement. Dans ce contexte des lois de laïcité, de séparation de l'Église et de l'État, les religieuses des Annonciades doivent fuir en Angleterre et le couvent redevient bien national. Sur les conseils du chanoine Pilon, le curé de Saint-François de Sales, les sœurs s'installent près de Douvres, à Saint-Margaret's Bay, dans une maisonnette située en haut de la falaise. En septembre 1904, les dernières dames des Annonciades quittent Boulogne définitivement. Le 5 novembre 1905, les biens sont vendus sur la voie publique. En mars 1916 est créée une section de rééducation des mutilés dans l'ancien couvent des Annonciades. Elle fonctionne jusqu'au 30 juin 1919 et a dispensé des cours à 135 mutilés pour devenir comptables, cordonniers, tailleurs ou bourreliers. L'ancien couvent abritait également depuis 1912 l'école pratique de commerce ou école pratique des garçons. Le 15e bombardement allemand de 1918 éventra la salle de classe principale. En 1922, l'exposition annuelle de la Société des Beaux-Arts de Boulogne a lieu aux Annonciades. Par la suite, le couvent abrita également l'école Leliette et une école de danse. À partir d'octobre 1919, les Annonciades abritent le conservatoire de musique, dont M. Hugon fut le directeur en 1939. L'ancien couvent des Annonciades abritait également les bureaux des travaux municipaux et le patronage laïque de Boulogne. En 1931, le patronage laïque accueillit 700 enfants. En 1937-38, il accueillit 875 filles de 8 à 18 ans et 1832 garçons de 7 à 12 ans. En 1935, le président de la commission du Vieux-Boulogne, le docteur Dutertre, protesta contre la suppression de la croix de pierre qui surmontait le portail de l'ancienne chapelle des Annonciades depuis le XVIIe siècle. En 1939, les services annexes du palais de justice sont installés aux Annonciades. Le tribunal de commerce, le tribunal des prud'hommes et le juge de paix du canton Maure de Boulogne. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est M. Braque-Bien-Coupin qui était concierge des bâtiments. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'ancien couvent abrita un garage. Les ravages du temps et de la guerre le laissent dans un état catastrophique au début des années 70. Les travaux de restauration débutent en février 73. Dans le sous-sol furent trouvés un four à pain et des tonnes de coquilles de moules. Dans un mur de la salle capitulaire près de la chapelle furent trouvés 4 crânes de chevaux scellés à la façon d'un totem. Ces 4 crânes peuvent évoquer les 4 cavaliers de l'Apocalypse avant la résurrection. L'ancien couvent est ensuite totalement réaménagé intérieurement par l'architecte parisien Richer en 1975 pour abriter les services de la très belle bibliothèque municipale. L'église Saint-Joseph est alors divisée en 2 niveaux pour abriter les bibliothèques de prêt pour enfants et adultes. Les livres sont mis en réserve dans l'ancienne salle capitulaire et dans les bâtiments de la rue Guyal. La lecture des ouvrages peut se faire après avoir traversé le cloître, dans l'ancien réfectoire des religieuses, aménagé en salle de travail. Les façades extérieures sont régulièrement ajourées de fenêtres, en arcs segmentaires, avec encadrement en pierre blanche de marquise, se détachant sur un parement en pierre de Banquetin. L'ornement se concentre surtout sur l'entrée.
Le portail flanqué de pilastres latéraux couronnés de cartouches, avec une belle clé sculptée et des vases en couronnement. Le cloître est maintenant fermé par de grandes baies vitrées. Régulièrement, de belles expositions artistiques et historiques y sont réalisées. La chapelle a préservé quelques témoins authentiques de son architecture intérieure. Sa façade latérale est haute et sobre, avec des contreforts, entre lesquels sont percés, dans la partie supérieure du mur, des baies en plein cintre assez simples. Les ouvertures inférieures datent de la restauration de 1975. À l'intérieur de l'ancien sanctuaire, on trouve une succession d'arcades cintrées, cadrées de pilastres à chapiteaux ioniques, qui portent un large entablement continu. La chapelle abrite la salle de prêt de livres. Lors des travaux de restauration, des caveaux se présentant tels les alvéoles d'une ruche ont été découverts sous la chapelle. Le hall d'entrée permet d'accéder à la bibliothèque et au cloître. À l'ancien numéro 20, on trouvait depuis la fin du XIXe siècle une épicerie-buvette appuyée sur le mur de la chapelle Saint-Joseph. Avant la Seconde Guerre mondiale, le café La Marie-Jeanne était tenu par la veuve Bastien-Denis. Les bâtiments ont été détruits lors de la rénovation du début des années 70. Ils ont laissé leur place à un parterre de fleurs. Au numéro 26, l'ancien numéro 22, on trouvait au milieu du XIXe siècle un serrurier poêlier, Monsieur Le Seine. À la fin du XIXe siècle, on y trouvait un doreur encadreur de tableaux. En 1911, il est remplacé par Félix Gilbert, spécialiste du vêtement sur mesure pour hommes. Après la Seconde Guerre mondiale, Paul et Paulette Babilotte y ouvrent un magasin de cadeaux souvenirs, Cocktail Cadeaux. Au numéro 28, l'ancien numéro 24, on trouvait au début du XIXe siècle un pharmacien, Monsieur Gustave Boucher, puis Monsieur Eugène Renaud, qui sera remplacé par Victor Leblanc. En 1934, il logeait les familles Meunier-Delattre, Flahuté-Gillet et Madame Pressé, une infirmière. En 1939, Madame Meunier était propriétaire et avait comme locataire Monsieur Fourmentreau, employé, et Mademoiselle Montlore. Au numéro 30, l'ancien numéro 26, on trouvait en 1826 un cabaretier, Monsieur Bailly. Puis en 1846, un tailleur, Monsieur Hoffmann. En 1934, y habitaient Monsieur Prevot et Monsieur Bernard Fourier. En 1939, Madame Veuve de Courtiburtin. Sur la porte se trouve encore un très beau heurtoir, et au dernier étage, on y trouve le crochet typique des maisons tout en hauteur du début du XIXe siècle. Au numéro 32, l'ancien numéro 28, on trouvait en 1826 le commandant de la 11e compagnie de fusiliers volontaires, le capitaine Larrey. Avant la Seconde Guerre mondiale, on y trouvait Monsieur Jarrette, entrepreneur de pompes funèbres, et père du célèbre comédien fantaisiste boulonnais de l'après-guerre, Jean Jarrette. En 1939, il logeait Monsieur Dacheux, employé de chemin de fer, et Mademoiselle Linclos. On y trouve maintenant un magasin d'articles de peinture. Au numéro 36, l'ancien numéro 30, se trouve la plus haute maison de la place de la Résistance. En 1934, on y trouvait Monsieur Pouilly-le-Seux, boulanger, Monsieur Capelroc, cafetier, et Madame Veuve Brachet. En 1939, Monsieur Bonisson, journalier, Monsieur Barré, ouvrier électricien, et Madame Veuve Saffer. C'est le long de ces maisons qu'est remonté le cortège napoléonien de l'été dernier.
Au numéro 38, l'ancien numéro 32, y logeait au XIXe siècle des notaires et un médecin boulonnais, le célèbre docteur Ami, qui eut un temps son buste exposé non loin de là. En 1934 y habitait mademoiselle Louchet, mercière, madame veuve de Courtier-Henri, ménagère, et mademoiselle Lequien. En 1939 on y trouvait madame Watissé, mercière. Au dernier étage de cette maison on trouve encore un crochet à poulie. Au numéro 42, l'ancien numéro 34, on trouve depuis très longtemps le café Le Beffroi. En 1934, madame Genquin-Goujon tenait ce café, et madame Veuve-Pile-Wallois en était propriétaire. En 1939, c'est madame le prêtre Marc qui tenait ce café. Madame Veuve-Gratien logeait à l'étage. Après-guerre, c'est monsieur Barra le prêtre qui tenait ce café. Le café du Beffroi s'est métamorphosé récemment en la table du Beffroi. Au numéro 44, l'ancien numéro 36, on trouvait au début du XXe siècle une boulangerie. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle était tenue par monsieur Sedon de Lepol. Dans les années 60-70, il y eut une bijouterie, puis dans les années 80, un magasin de meubles, tenu par monsieur Roger Moulinger. Depuis les années 80, cette partie de la place a été peu modifiée. Au numéro 46, l'ancien numéro 38, on y trouvait en 1934 mademoiselle Ridoux, débitant de tabac, et monsieur Pierre Ridoux, écoreur, c'est-à-dire comptable, chargé par l'équipage de tenir les comptes d'un bateau de pêche, l'écorage, ainsi que les comptes du poisson livré aux marchands. On y trouvait également un bureau auxiliaire des postes. En 1948, mademoiselle Yard Ridoux décède, et dans les années qui suivent, c'est monsieur Delpierre qui reprend le café Le Marinier. Au numéro 48, l'ancien numéro 40, à l'angle de la place de l'Hôtel de Ville, on trouve l'ancienne maison du XVIIe siècle où se trouvait la première imprimerie boulonnaise fondée par Pierre Battu en 1665. En 1934, monsieur Vagne-Venuise y tenait un café. On y trouve maintenant le café de la mairie. Les maisons du côté impair de la place de la Résistance ont changé plusieurs fois de numérotation, notamment avant la construction du palais de justice en 1852 et après la destruction de 4 maisons dans les années 1930. Le côté impair de l'actuelle place de la Résistance débute par le palais de justice, qui porte maintenant le numéro 3. Construit en 1852, la façade principale se compose d'un portique percé de 3 grandes arcades vitrées, encadrées par 4 colonnes cannelées d'ordre dorique. La décoration extérieure de l'étage appartient à l'ordre architectural ionique. Le palais de justice a été construit sur l'ancienne sénéchaussée du Boulonnais, le lieu où la justice du roi était rendue. En 1419, les ducs de Bourgogne occupent le pays boulonnais. En 1477, Bertrand VI de la Tour d'Auvergne est comte d'Auvergne et comte de Boulogne. Il accepte qu'une sénéchaussée chargée d'appliquer la justice du roi Louis XI soit construite à Boulogne. Les anciens droits des comtes de Boulogne sont abolis. Néanmoins, le roi Louis XI s'engage par écrit que les habitants continuent à être exemptés de toutes les impositions, tailles, subsides, gabelles, comme de tout temps il l'avait été sous les comtes de Boulogne. Cette législation particulière fut fixée par écrit dans le cahier des coutumes locales et désignée comme les privilèges du Boulonnais. La sénéchaussée fut établie le 18 avril 1478 et rattachée au Parlement de Paris avec Philippe de Crèvecoeur, seigneur d'Esquerdes, gouverneur et sénéchal. C'est à cette date que le comté de Boulogne quittait le comté d'Artois et était rattaché au domaine royal. Le chevalier François de Créqui, seigneur de Dourier, l'un des signataires du traité d'Étaples, succédera à Philippe de Crèvecoeur. François de Créqui rédige en 1495, sur ordre de Charles VII, les coutumes du Boulonnois, qui sont validées par les 3 ordres à Boulogne, et qui prolongent les privilèges des Boulonnais de ne pas payer de taxes. Le procureur du roi était Pierre de Haudic, qui avait succédé à Denis de l'Épau, seigneur des Prés. En 1500, c'est Jean le Grand, qui est lieutenant général de la sénéchaussée du Boulonnais. En 1505, c'est Louis Levasseur, dit Lemire. Il est remplacé en 1506 par Antoine de la Poterie, écuyer seigneur de Saint-Maurice. En 1525, Jacques Dutertre, seigneur des Clémies, et lieutenant général de la sénéchaussée. Puis en 1531, c'est Louis Chinot. En 1549, c'est Louis Dutertre, seigneur d'Escoffen, qui est lieutenant général de la sénéchaussée du Boulonnais. La sénéchaussée sera reconstruite en partie en 1550, sous Henri II, après les 6 ans d'occupation anglaise. C'est là que régnèrent de nombreux sénéchaux.
Antoine d'Estrées de Doudoville, Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Épernon, Raymond Roger de Bernay et la dynastie des Patras de Campegno. La façade de la sénéchaussée, orientée vers la place du marché aux grains, était constituée de 3 niveaux de pilastres superposés. Le rez-de-chaussée, surmonté d'une frise dorique, était percé de 2 portes tracées en plein cintre, tandis que les fenêtres de l'étage étaient à meneaux et croisées de pierre. Un fronton triangulaire coiffait une porte latérale. Le rez-de-chaussée de l'aile droite était occupé par l'amirauté, le haut commandement de la marine militaire de France, tandis que le corps de logis principal abritait la sénéchaussée. Du 10 au 20 octobre 1550, après les 6 ans d'occupation anglaise, se tiennent dans la sénéchaussée les grandes assemblées des États du comté pour la réformation de la coutume, c'est-à-dire des traditions du boulonnais. De 1552 à 1555, le lieutenant général est Antoine Dubois. En 1554, Antoine Chinot est lieutenant particulier de la sénéchaussée. En 1607, c'est Adam Levasseur qui est lieutenant général en la sénéchaussée du Boulonnais. De 1653 à 1676, Antoine Leroy de Lausanbrune est lieutenant général de la sénéchaussée du Boulonnais, conseiller d'État et chevalier de l'ordre de Saint-Michel. En 1662, il doit faire face à une jacquerie, une violente contestation de l'impôt qui s'achèvera tragiquement à Uquelier. Ces émeutes, dans le Boulonnais, seront qualifiées de guerre de l'Ustucru, pour souligner leur côté vain et inutile. Et pourtant est-il vraiment inutile de lutter contre les impôts prélevés par un État qui s'en sert plus pour engraisser ses amis que pour le bien du peuple? Toute ressemblance avec des faits récents serait une coïncidence purement fortuite. En 1789, les 3 ordres s'assemblent à la sénéchaussée pour la rédaction des cahiers des doléances, puis pour les élections à la première constituante. En 1789, Bernard Gros, l'oracle de son temps, avocat et magistrat, est député du tiers-état aux États généraux pour la sénéchaussée du Boulonnais. De 1790 à 1795, Nicolas Lateux préside le tribunal du district et Bernard Gros est juge de ce district. Nicolas Lateux avait été mailleur de la ville de Boulogne de 1768 à 1771. Électeur du tiers-état, il proposa à l'Assemblée générale des 3 ordres de la sénéchaussée du Boulonnais de réunir toutes les doléances en un seul et même cahier. Sa proposition fut rejetée et les 3 ordres délibérèrent séparément. Mais il fut décidé que les 3 ordres se réuniraient par commissaire pour traiter des intérêts généraux. Nicolas Lateux fut l'un de ces commissaires. L'Assemblée du tiers-état comptait 284 électeurs. Nicolas Lateux y fut élu député aux États généraux pour la sénéchaussée du Boulonnais le 31 mars 1789. En 1790, la sénéchaussée de Boulogne est supprimée. Le directoire instaure un tribunal unique par département, et pour le Pas-de-Calais ce sera à Arras. Le bâtiment de la sénéchaussée servira de magasin au fourrage, puis de dépôt pour les couchages de l'armée, et souffrira pendant 30 années, autant intérieurement qu'extérieurement. Après la Révolution française, Louis-Marie Grand-Cyr, maire de Boulogne, sera président du tribunal de première instance en 1800. Le tribunal tient alors ses audiences à l'hôtel de ville. En 1820, le président du tribunal, François-Xavier André de Huissoc, entreprend la restauration partielle de la sénéchaussée. Le tribunal y siégera de 1822 à 1846. En 1826, sur la place du marché aux grains, l'ancienne sénéchaussée abritait les tribunaux de première instance, de commerce et de justice de paix. En 1840, de profondes crevasses apparaissent dans le bâtiment. En 1841, c'est la même chose. En 1844, il faut étayer l'édifice qui menace de s'écrouler. En décembre 1844, un ouragan déferle sur Boulogne, et le président du tribunal le fait évacuer. Par la suite, les locaux seront tellement dégradés qu'il sera décidé de construire un nouveau tribunal. Le 27 août 1845, sur demande du maire Alexandre Adam, le Conseil général admet la nécessité de reconstruction de l'édifice. Le 24 octobre 1846, les tribunaux qui siégeaient dans l'ancienne sénéchaussée quittèrent ce local et allèrent s'installer dans une maison de la rue des Pipeaux pendant 6 années. En décembre 1847, ce sont les fameux frères Crouy, entrepreneurs en bâtiment, qui obtiennent l'adjudication du bâtiment. En 1849, après la révolution de 1848, les travaux reprennent sous la direction de l'architecte en chef du département du Pas-de-Calais, M. Eppelet, issu de l'école des Beaux-Arts. Sur l'emplacement agrandi, la première pierre du palais de justice est posée le 17 avril 1850. Le 31 octobre 1852, les tribunaux viennent prendre possession de leur nouveau palais, et le 10 novembre suivant, il est officiellement inauguré par le comte Victor Duhamel, préfet du Pas-de-Calais. Après la messe du Saint-Esprit célébrée en l'église Saint-Joseph, l'actuelle bibliothèque des Annonciades, l'évêque d'Arras, Pierre-Louis Parisi, prononce la bénédiction. Le buste de Napoléon III est placé au-dessus de la porte d'entrée. La façade principale a une largeur de 30 mètres 50. Elle se compose d'un portique, percé de 3 grandes arcades vitrées en plein cintre, encadrées par 4 colonnes cannelées, d'ordre dorique, aux 2 tiers engagés. Les 2 parties en arrière-plan, à la droite et à la gauche du portique, sont déterminées par 4 pilastres, dont 2 cannelés et 2 pleins du même ordre, au niveau des angles du bâtiment. Ces pilastres rattachent l'ensemble de ce portique au style gréco-romain.
Au premier étage, la disposition est la même, mais l'ordre est différent. Ici, c'est l'ordre ionique, au lieu du dorique. À droite et à gauche des baies, 2 niches ont été pratiquées. Le fronton qui couronne la façade représente en bas-relief la loi appuyée sur la force et la justice, symbolisée par une massue et une épée, qui protège la société, symbolisée par les génies des sciences, des arts, de l'industrie et du commerce. Le bas-relief du fronton ainsi que les sculptures sont l'œuvre du sculpteur arageois Louis-Victor Boucron. Dans les niches de la façade ont été déposées en 1854 les statues de 2 personnages très importants dans l'histoire de Boulogne, Charlemagne et Napoléon Ier. Ces 2 statues ont été financées par le département des Beaux-Arts du ministère de l'Intérieur qui souhaitait, au début du Second Empire, glorifier les 2 grands empereurs de l'histoire de France. À l'origine, les niches devaient accueillir 2 statues allégoriques de la vérité et de l'éloquence. La hauteur totale de la façade, du sol au sommet du fronton, est de 21,60 m. L'architecture sévère et imposante s'accorde parfaitement avec la nature d'un tribunal et le respect qui lui est dû. La façade latérale vers la rue de la Porte des Dunes repose sur un puissant soubassement en pierre de Stendhal bleu, style florentin, et percé de 6 arcades demi-circulaires. Les 2 étages qui le surmontent correspondent, à raison de la déclivité considérable du terrain, au rez-de-chaussée et à l'étage de la façade principale. À l'intérieur, le rez-de-chaussée ouvre sur une première salle d'audience qui abritait le tribunal de commerce et de la justice de paix. À gauche du vestibule, on trouvait le logement du concierge et un escalier en retour donnait accès au greffe du commerce, à la salle des assemblées des créanciers et au parquet. À droite, le majestueux escalier d'honneur menait à la salle des pas perdus, avec à gauche le cabinet du président. Au premier entresol, on accédait par un escalier de service à la chambre des avocats et des avoués, au cabinet du juge d'instruction et à celui du juge de paix. Enfin, un escalier conduisait à la chambre des notaires et aux archives. Celle-ci constituait une mine irremplaçable pour l'histoire locale. Il s'agissait des archives de la Sénéchaussée, des 8 bailliages supprimés en 1745, de l'amirauté, de la maîtrise des eaux et forêts, des justices seigneuriales et municipales, du district, du tribunal des douanes, du tribunal civil, du tribunal de commerce depuis sa fondation le 14 octobre 1791, et également des registres de l'état civil, avec notamment les registres paroissiaux depuis 1598. L'escalier monumental conduit à la salle des pas perdus, qui s'étend devant les 3 grandes baies de l'étage. De style néo-renaissance, elle a conservé ses proportions colossales, sa fausse voûte en berceau à caissons et lunettes, son portique sur colonnes et pilastres doriques. Un arc triomphal précède et ferme cet espace, coiffé d'une grande voûte en berceau. À droite, et faisant face aux 3 grandes arcades qui l'éclairent, se trouve la principale salle du tribunal, la salle des audiences. Elle est du style de la Renaissance, avec toutefois des pilastres doriques. Elle a 17,70 m de longueur, 9,50 m de largeur et 8,50 m d'élévation. Sa décoration entière appartient au style de la Renaissance. Le plafond, en fausse voûte, est formé de caissons délimités par des demi-berceaux latéraux. 5 cartouches figuraient les plus grands jurisconsultes français, Cochin, Daguesseau, Mathieu, Moll, Séguier et Potier. Pour cette magnifique salle, le président avait commandé 3 tableaux représentant les 3 grands législateurs. Moïse descendant du Sinaï pour présenter les tables de la loi. La tête était une copie du Moïse de Raphaël. L'empereur Justinien promulguant ses pandectes. Napoléon Ier et le code napoléonien de 1804 que l'on appelle maintenant le code civil. Ces 3 peintures dans la salle d'audience du tribunal civil, au niveau des archivoltes du fond, personnifiaient 3 grandes époques de la législation. Elles ont été réalisées par le peintre Claudius Jacquin. Au centre du prétoire se trouvait un Christ sculpté sur poirier, par M. Grandfils de Valenciennes. Les peintures ont par la suite été remplacées par divers motifs en staff, un matériau de construction à base de plâtre, dont celui répété plusieurs fois de la balance, inscrite dans un médaillon porté par des cornes d'abondance. Derrière la salle d'audience, outre la chambre du conseil et celle des enquêtes, on avait installé le greffe civil. Après 1870, un buste représentant la République remplaça celui de Napoléon III au-dessus de la porte d'entrée. Le 3 novembre 1882, les membres du tribunal, du parquet, les avocats et les avoués se réunissent à l'église Notre-Dame pour assister à la messe du Saint-Esprit, dite messe rouge, pour la rentrée du tribunal. En 1885, le substitut du procureur, M. Legrand, est remplacé par M. Wagon.
En 1886, le juge de paix, M. Gournay, est remplacé par M. Lancelot. Le 17 octobre 1887, la rentrée des tribunaux se fait à Boulogne, sans messe du Saint-Esprit, pour la première fois, alors que cette tradition perdure à Arras et à Paris. À cette époque, des accès pour les piétons ont été ouverts au niveau de la porte des Dunes. Durant la guerre 14-18, le palais de justice sera touché par les bombardements. En 1934, le concierge du palais de justice est M. Octave Baquet. En 1939, c'est son épouse, Mme Baquet, qui est concierge. Des aménagements intérieurs importants sont réalisés de 1977 à 1980 par l'architecte parisien Richer, avec cependant la conservation des volumes des salles principales. Les travaux ont été l'occasion de grandes découvertes archéologiques. Des structures romaines du plus grand intérêt sont en effet apparues lors des travaux de terrassement effectués pour l'aménagement d'un parking couvert, établi entre la façade arrière du monument et les remparts. Les fouilles archéologiques de sauvetage permirent de mettre en évidence une section de la première enceinte du castrum, élevée au 1er ou au 2e siècle, dans le cadre de l'installation de la flotte de Bretagne, la Classis Britannica. Mise au jour sur plus de 60 mètres de longueur, cette portion de muraille, épaisse d'environ 1,80 m, comprenait une tour quadrangulaire interne. Son élévation atteignait parfois près de 3 mètres. On en a conservé la tour, aujourd'hui abritée à l'intérieur du parking. Furent également découverts sur ce site des vestiges de la Via Sagularis, la voie faisant le tour du camp romain le long de la muraille. Des monuments à hypocauste, un système de chauffage par le sol, et des pavages en mosaïque ont été également mis au jour. Au XVe siècle, sur le côté impair de l'ancienne place du marché aux grains, au numéro 7, l'ancien numéro 1, au coin du marché et de la rue Saint-Jean, on trouvait les Halles, un édifice assez grand bâti à 2 étages. Au moment de la construction du palais de justice, en mai 1852, on construit une maison avec une devanture en bois et des baies surmontées d'une corniche reposant sur modillons. Cette maison, située au coin de la rue Saint-Jean, fut pendant longtemps le café du Palais, au numéro 1 de la place du marché aux grains. En 1890, il est tenu par M. Alexandre Roussel, en 1910 par M. Leclerc, en 1934 par la famille Buret-Cuvelier. En 1939, c'est la famille Fauchoise-Gare qui tient le café. En 1934, au numéro 1 bis, loge Mademoiselle Abrassard, institutrice, qui deviendra par la suite Madame Rumteau Abrassard. On y trouve également M. Lucien Leduc, marchand de porcs et de bestiaux. En 1939, y habitent M. Leporc, clerc de notaire, M. Goulet, employé, et M. Pruvot, ouvrier tailleur. Après la Seconde Guerre mondiale, cette maison prend le numéro 7 et on y trouve maintenant un coiffeur qui permet de se rafraîchir en courant d'air. Au numéro 9, l'ancien numéro 3, on trouve une maison de 4 étages, de style néoclassique, construite vers 1825, où alternent des formes droites et arrondies. Pendant longtemps, ce fut M. Le Tertre qui y tint une librairie. 100 ans plus tard, en 1934, on y trouvait Mademoiselle Cléton, journalière, Madame Flahuté-Gilet, employée, M. Achille Flour, Madame Veuve Pouchenot, Madame Veuve Maxent, M. René Malissé. En 1939, M. Huimet, avocat, M. Lostis, ouvrier électricien, M. Andreau, chauffeur, Madame Prangère, journalière, M. Mériot, contremaître, M. Alkimov, journalier. Au numéro 11, l'ancien numéro 5, on trouve une maison construite vers 1870. En 1934, y habitait Mademoiselle de Wisme, rentière, et en 1939, Mademoiselle Hermel, qui y tenait une pension de famille. On y trouve maintenant la résidence Lafayette. Au numéro 13 et 15, l'ancien numéro 7, on trouvait au début du XIXe siècle M. Lagache, horloger, Madame Thiessé, professeur au collège de Boulogne, et M. Borin, huissier. Au début du XXe siècle, on y trouvait l'estaminet Butel-Pruvot, l'estaminet du palais de justice. En 1934, c'est M. Bonin qui tenait cet estaminet. Les locataires des étages étaient Mademoiselle Lavarte, Madame Monory-Gournay et Madame Veuve Dufetrel. En 1939, c'est Madame Crépin qui tient l'estaminet. Les locataires sont M. Crépin, employé des PTT, Madame Felleroy, Madame Dufetrel et Madame Veuve Delattre, ménagère. Au numéro 17, l'ancien numéro 9, on voyait sur la façade un ancrage qui datait de la maison de 1740. Au début du XXe siècle, on y trouvait l'estaminet Billet. En 1934, c'est Madame Coupin-Sauvage qui tenait l'estaminet. Les locataires étaient M. Aubry, employé, Madame Veuve Louchet, ménagère, Madame Veuve Ducrot, journalière. En 1939, on y trouvait M. Leroy Doyer et Madame Faucourt, ménagère. Au numéro 21, l'ancien numéro 11, on trouvait au XIXe siècle un pharmacien, M. Dagomé, ainsi qu'une couturière, Madame Griset. Au début du XXe siècle, on trouvait une crèmerie. En 1934, M. Édouard de Courty, galvanisateur. En 1939, M. Bréfort de Courty, employé. À l'emplacement de ces dernières maisons qui portent les numéros 21 et 23, on trouvait dans les années 60 le Café de l'Union. On y trouve maintenant la brasserie Les Annonciades et l'association des commerçants de la Haute-Ville.
Avant les années 1930, il existait encore 6 maisons jusqu'au bâtiment principal de la mairie. Des travaux d'aménagement de la place du Palais de Justice ont détruit ces anciens bâtiments pour agrandir la mairie et faire apparaître l'ancien beffroi de Boulogne. À l'ancien numéro 13, on trouvait à la fin du 19e siècle l'estaminet national et une pension avec pour 62 francs par mois, bière à volonté. Au début du XXe siècle, on trouvait le local de M. Tallois, commissionnaire. En 1939, après la destruction des habitations, de nouveaux bâtiments de la mairie ont été construits. Au numéro 13, habitait M. Ternisien, qui était planton. Et au numéro 15, M. Tinchon, également planton à la mairie. À l'ancien numéro 15, on trouvait au début du 19e siècle un charcutier, c'est-à-dire un charcutier, M. Trunet, puis par la suite la pharmacie de M. de Wisme. À l'ancien numéro 17, on trouvait au début du 19e siècle M. le Duc, un avoué, c'est-à-dire un juriste, auxiliaire de justice. En 1860, il était remplacé par M. Martel. Pendant la Première Guerre mondiale, ce bâtiment abritait les bureaux du service de la voirie, qui était chargé de la distribution de vêtements chauds et nécessiteux. À l'ancien numéro 19, on trouvait au début du 19e siècle un tailleur, M. Lubin. Cette maison était la maison natale de Jean-Jacques Leliette, figure boulonnaise et lieutenant de la garde nationale pendant la Révolution. Homme de lettres, autodidacte, né en 1767, il mourra accidentellement en 1809. Une plaque de fonte émaillée rappelait sa naissance en ce lieu, dans la maison de son père, serrurier, établie sur la place du marché au grain. En 1860, à cet endroit, se trouvait l'estaminet Delpierre. À l'ancien numéro 21, en 1840, on trouvait une pâtisserie tenue par la famille Sévry-Forestier. En 1860, elle fut remplacée par l'estaminet Stif. L'ancien numéro 23 était attenant au bâtiment de la mairie. Tous ces bâtiments ont été détruits dans les années 1930 afin d'étendre la mairie et surtout de mieux voir le très beau et très ancien beffroi de Boulogne. Au début du XXe siècle, la place du Palais de Justice abritait toujours un marché important qui fut peu à peu remplacé par celui de la place d'Alton. Le beffroi de Boulogne est sans doute l'ancien donjon de la demeure des comtes de Boulogne. Il date du XIIe siècle pour sa partie la plus ancienne. L'étage supérieur est du XIIIe siècle. Le beffroi a été réparé en 1576, 1578 et 1689. Incendié le 15 août 1712, l'architecte Étienne Martinet remplace en 1734 la flèche par la tour octogonale que nous connaissons maintenant. C'est à cette date que l'hôtel de ville est construit sur l'emplacement de la modeste maison commune du Mailleur et des Échevins. À l'angle nord-est du beffroi, on peut voir une tourelle cylindrique édifiée au XIIIe siècle qui servait de cachot. La chambre criminelle qui l'a surplombée a été détruite dans les années 1870. C'est l'architecte Pierre Drobec qui dégage la base du beffroi durant les travaux d'agrandissement de l'hôtel de ville de 1930 à 1933. Le beffroi de Boulogne est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis le 10 juin 1826 et au patrimoine de l'UNESCO depuis 2005. Mais ceci est une autre histoire.